La maison avait une tourelle manifestement fermée. Je la regardais de loin, et effleurant le sol, je la regardais de loin. Elle avait une tourelle manifestement fermée, avec une terrasse qui parcourait l'entièreté de la tourelle, manifestement fermée par la porte de l'avant. Nous n'arrivions pas à rentrer à l'intérieur, ni même à pénétrer à l'intérieur ou à trouver les clés. Manifestement fermée. À l'intérieur, nous n'arrivions même pas à pénétrer, à regarder l'intérieur. Les rideaux étaient roses, rose terne, rose pâle. Rose terne et rose pâle, les rideaux étaient déchirés. Ils étaient peut-être absents, ou alors peut-être étaient-ils tout simplement très anciens. La tourelle était fermée depuis longtemps. C'était une maison abandonnée au bord d'un lac. C'était une grande tourelle sur laquelle il y en avait deux petites sur le côté, avec trois fenêtres distinctes les unes à côté des autres. L'autre tourelle, la troisième et la dernière, à côté de la deuxième petite tourelle, avec trois petites fenêtres distinctes, en avait que deux. Elle n'en avait que deux, mais elle était à côté de l'autre. L'autre petite tourelle qu'il y avait à côté possédait une petite porte en bas, au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, elle possédait une petite porte. La grande tourelle, là où il y avait la terrasse qui faisait le contour de la maison, n'avait qu'une grande porte qui s'ouvrait en deux parties. Il y avait une charnière, il y avait un loquet. Il y avait une clé qui était sûrement quelque part par là. J'ai commencé à la chercher, à regarder partout. J'ai regardé partout, mais devant moi il n'y avait que cette marée basse. Il n'y avait que ce lac, cette marée basse, dans laquelle il n'y avait que très peu d'eau. L'eau était pourpre, terne et pâle, presque blanche comme de la poussière. Comme si l'eau n'était que de la poussière, elle était presque blanche, pâle, terne et pourpre. Il y avait de la fumée qui passait par-dessus, et quelques joncs sur les côtés qui encerclaient le lac. Quelques joncs qui encerclaient le lac. Tout autour, il y avait cette forêt, sur laquelle nous ne pouvions qu'assimiler le fait qu'elle soit dans la propriété. Nous ne pouvions qu'assimiler le fait qu'elle soit dans la propriété. L'entièreté de la cime des arbres n'était que la seule chose visible. Il n'était que la seule chose visible par rapport au fait que nous avions assimilé la forêt à cette propriété. Nous avions assimilé la forêt à cette propriété, et n'était que très peu visible l'intérieur de la forêt. La forêt était entièrement noire. Il n'y avait que de troncs d'arbres. Il n'y avait que de branches. Il n'y avait pas de bruit. Il n'y avait que de racines et de terre noire qui entouraient l'entièreté du lac. Un lac à l'eau pourpre, à l'eau terne et à l'eau presque blanche et poussiéreuse. Au-dessus, il y avait une vapeur d'eau. C'était un lac vaporeux, très peu profond. On y apercevait les roches et les rocailles qui tombaient d'un mur qui était séparé de la maison. Un mur qui était séparé de la maison, derrière lequel il y avait une décharge publique abandonnée. Il y avait encore des ordures et des conteneurs, et c'est derrière ça qu'on a pu apercevoir les rocailles qui s'effondraient à l'intérieur du lac. À l'intérieur du lac, il n'y avait que des joncs de la terre noire qui entouraient d'un cercle peu ovale. Un cercle peu ovale était entouré alors de joncs, de terre noire et peut-être même de rocailles et de charbon, était entouré alors ce lac à l'eau terne et à l'eau pourpre. En face, il y avait cette maison, avec quelques murs effondrés, quelques fenêtres ouvertes, et je voyais qu'il y avait des paravents sur les côtés. Il y avait 2, 3 paravents sur le côté qui étaient en train de cacher quelque chose. Était-ce un arbre qui poussait derrière? Mais il y avait un paravent ouvert en 3 parties distinctes qui cachait peut-être un arbre derrière en train de pousser. Ou alors peut-être était-ce une penderie qu'il y avait derrière avec 2 tiroirs ouverts et des vêtements qui tombaient. Des sous-vêtements, peut-être alors une chemise de nuit, une robe blanche ou alors peut-être des vêtements d'enfant. Je ne sais pas, mais ça cachait quelque chose. Il y avait alors ces choses sur le côté, cette penderie, ces vêtements, cette robe et peut-être cette chemise de nuit ou alors ces sous-vêtements, ces vêtements d'enfant, peut-être ces tiroirs ouverts dans lesquels il y avait d'autres vêtements blancs. Tout était blanc ici, même les murs de la maison qui n'étaient encore que du béton, qui n'avaient pas été repeints en blanc, en beige ou en n'importe quelle autre couleur. La maison était presque effondrée, et par les fenêtres il y avait ces rideaux blancs ternes
qui étaient pourpres et roses déchirées, au travers desquels on pouvait y voir les volets, qui étaient presque en train de tomber, les charnières étaient défaites. Il y avait un volet qui était en train de tomber. Il était presque effondré comme le mur sur le côté. Les charnières s'en étaient défaites et les portes étaient ouvertes. À l'intérieur, nous sommes rentrés. Il y avait une porte grande ouverte. Il y avait une porte grande ouverte. Mais celle-ci était fermée par une clé qu'on ne trouvait pas. Au-dessus, il y avait un escalier qui montait au deuxième étage. Au deuxième étage, il n'y avait que des boîtes, des murs fermés ou alors des fenêtres ouvertes, des volets qui étaient refermés et resserrés les uns contre les autres. Les murs étaient blancs pâles d'un grand papier peint qui était en train de s'étendre sur tous les murs. Les murs étaient blancs, grands et pâles, d'un papier peint grand et terne qui était en train de s'étaler sur tous les murs, contre les escaliers et contre les rambardes. Là où il y avait la cage d'escalier, il y avait une deuxième porte qui renfermait sûrement quelque chose, très certainement autre chose qu'on ne connaissait pas. Je suis monté dans la chambre. Il n'y avait que des lits pour enfants uniques, des lits séparés. À côté de chacune, il y avait une table avec une clé, et à côté de chacune des clés, il y avait un verre d'eau. Il y avait une petite lampe de chevet, chaque fois différente. De l'autre côté, il y avait une grande fenêtre. Au pied de chaque lit, il y avait cette petite table avec une clé, un verre d'eau, et avec une tasse dans laquelle il y avait des crayons et des feuilles pour dessiner. Il y avait des feuilles pour dessiner qui avaient été mises en tas et en pile sur le côté de chaque petite table qu'il y avait à côté des lits, des tables de chevet, sur lesquelles il y avait ces feuilles pour dessiner en tas, en plusieurs tas, en tas de 3 feuilles, des petites feuilles carrées, en papier, sur lesquelles il y avait un crayon. Visiblement, des enfants étaient là bien avant nous, avaient habité cet endroit. Il y avait 2 grands rideaux en face d'une grande fenêtre. En face de cette grande fenêtre, des fenêtres quadrillées, sur lesquelles il y avait de nombreux petits carreaux. Il y avait de nombreux petits carreaux, des carreaux qui étaient faits par rangées de 3. En tout, il y en avait 9. Sur une fenêtre, il y avait 9 carreaux. J'ai regardé ensuite cette fenêtre, et j'ai ouvert les rideaux. Les rideaux étaient blancs et déchirés. Ils n'étaient pas ternes ou roses, il était blanc. Il était blanc le rideau qui était déchiré sur le côté. L'autre était intact. De l'autre côté, il était intact. Les fenêtres étaient par 9 rangées. 9 rangées de 3. Et on regardait ces fenêtres, qui finalement n'étaient que des petites fenêtres refermées. Ce n'étaient que des petites fenêtres refermées, par rangées de 3. Il y en avait 9. Il y avait 9 carreaux sur une fenêtre. On les a alors regardés les uns après les autres. Et sur un carreau, à un moment, j'ai vu qu'il y avait une date de naissance qui était inscrite. Il y avait une date de naissance qui était inscrite sur l'un des carreaux. Le 2 du 3. J'ai regardé alors le 2 du 3. Finalement, je n'ai pas pu apercevoir la date. J'ai regardé de plus près. De plus près, j'ai regardé. Le 2 du 3, 1966. J'ai aperçu cette date, le 2 du 3, 1966. En dessous de chaque table, il y avait quelque chose, comme une lampe de poche qui avait été posée par terre. Comme une lampe de poche qui avait été posée par terre, peut-être parce que les enfants avaient peut-être des terreurs nocturnes, ou alors peur la nuit. Peut-être que les enfants avaient peur la nuit, peur de quelque chose, ou avaient-ils des terreurs nocturnes. Et il y avait une lampe de poche pour chaque enfant. J'ai espéré qu'il y en ait une qui fonctionne, et je me suis mis alors à l'extérieur, sur le bord de la vitre. Je me suis mis à l'extérieur sur le bord de la vitre et sur le bord de la terrasse qui était très peu ouverte. La terrasse qui était très peu ouverte et très peu grande, elle était toute petite. C'était une terrasse au moins où une seule personne pouvait se mettre, mais dans la longueur. C'était une seule personne qui pouvait se mettre, mais seulement dans la longueur. On pouvait s'y mettre à plusieurs dans la largeur. Cette fenêtre, je me suis mis contre et j'ai demandé alors à Rocky de rester à l'intérieur. Rocky est resté à l'intérieur et a regardé la fenêtre. Je lui ai dit, dis-moi 1960 combien quand tu es à l'extérieur et que je mets la lampe torche allumée sur la date. J'ai alors posé la lampe torche allumée sur la date de naissance inscrite au couteau à l'intérieur de la vitre. C'était du double vitrage, à l'intérieur de la première vitre était inscrit alors cette date de naissance. J'ai mis ensuite la lampe torche
et elle m'a dit 1968, 1967, je n'arrive pas très bien à voir. Je suis rentré et j'ai regardé. 1969. 1969, le 2 du 5, j'ai alors regardé la date de naissance. Finalement, je me suis avancé vers un seul lit que je pensais être le bon, celui de l'enfant qu'on avait vu pour la première fois. Car en allant vers l'armoire dans notre chambre, j'avais vu la silhouette d'un enfant juste derrière la porte qui nous observait. Et quand je me suis retourné, que je me suis mis face fenêtre pour pouvoir dormir, que j'ai mis la couverture à mon épaule et que je me suis endormi, j'ai entendu une respiration toute proche, proche de mon nez, proche de mon visage et des traits de mes yeux, comme s'il respirait à mi-visage, tout proche du mien. J'ai ouvert les yeux, mais je n'ai rien vu. Mais je savais qu'il y avait quelque chose qui était en train de respirer proche de mon visage. Alors je me suis levé ce soir-là et j'ai vu une silhouette derrière une fenêtre, derrière une porte et derrière une armoire, j'ai vu une silhouette. Était-ce ce petit garçon? Et c'est en dessous d'une des tables et en dessous d'un des lits, que j'ai aperçu avec la lampe de poche que j'ai allumée, qu'il était gravé en dessous la même date de naissance. En dessous du premier lit, proche de la fenêtre, qui avait été dressé et refait, et la couverture mise par-dessus le coussin et l'oreiller. Surprenant de justesse, il y avait un corbeau dans l'arbre. J'ai regardé cet arbre qui faisait en sorte que ce mur s'effondrèrent, et que toutes les rocailles, les roches, tombèrent à l'intérieur du lac. J'ai regardé cet arbre pendant longtemps, je suis resté là figé. Figé, je suis resté là et je regardais cet arbre. Ce corbeau ne bougeait pas, et il ne faisait même aucun bruit. Il était juste là et de temps en temps il tournait la tête à gauche, à droite. Mais il ne tournait jamais la tête vers la forêt. Parfois il se déplaçait, et allait d'une branche en dessous, à celle dont il était au-dessus. À celle dont il était au-dessus, de temps en temps se déplaçait, et il volait un moment en haut, au-dessus de l'arbre, à la cime. À la cime de l'arbre, il volait de temps en temps, et c'était seulement là qu'on pouvait l'apercevoir. Y compris dans l'arbre, de temps en temps, je le voyais, mais grâce à ses yeux qui scintillaient et qui pétillaient dans la nuit et qui scintillaient. Je n'arrivais qu'à voir les yeux de ce corbeau. Son corps, je n'arrivais pas à le voir. C'est seulement quand il est arrivé sur la cime de l'arbre que j'ai pu le voir. Là, le corbeau m'a surpris, sans aucun bruit. Sans aucun bruit, il m'a surpris. J'étais toujours figé sur la cime de l'arbre. Je regardais en haut, je regardais la cime. Je regardais le bout, la dernière branche qu'il y avait. Je regardais la dernière branche qu'il y avait vers le haut, le bout sur lequel on pouvait apercevoir les nuages gris. À cette maison, derrière à cette maison, derrière le mur effondré, il y avait une petite fenêtre de 8 carreaux chacun. C'était encore des carreaux quadrillés. De 8 carreaux chacun, il y avait cette petite fenêtre. Les rideaux étaient fermés, c'étaient des rideaux rose pâle. J'ai remarqué que dans cette maison, dans toutes les pièces, soit les rideaux sont rose pâle, soit ils sont blancs et déchirés, ou alors ils sont blancs et intacts. Soit ils sont intacts, soit ils sont blancs, soit ils sont déchirés. J'ai donc remarqué et pris l'initiative de passer par la porte d'entrée pour pouvoir atteindre cette pièce. Mais quoi que je fasse, que je monte dans les escaliers ou alors que je prenne l'endroit le plus facile pour accéder à cette fenêtre, ou alors que je prenne les escaliers pour pouvoir y courir et me retrouver à l'étage, eh bien je ne trouvais pas cette fenêtre. J'étais à l'intérieur et j'ai pris les escaliers pour pouvoir courir à l'étage et pour pouvoir me retrouver dans cette chambre. J'ai regardé exactement à l'endroit auquel je devais me trouver par rapport à une fenêtre. Par rapport à une fenêtre, j'ai regardé l'endroit exact auquel je devais me trouver par rapport à l'endroit dans lequel j'étais dans la maison. Je n'ai jamais trouvé cette fenêtre, j'avais beau courir dans les escaliers, j'avais beau prendre par le côté, par la porte de l'arrière, j'avais même beau passer par le garage, je n'y trouvais rien. Rien que des débris, des chaises cassées, un bureau cassé, une armoire, un tiroir par terre, des vêtements déchirés et blancs, des petites traces de sang séchées sur les murs, rien d'autre que cela. Il y avait juste de temps en temps une brise froide qui rentrait à l'intérieur comme une corneille. Elle rentrait à l'intérieur comme une corneille et elle y faisait son nid, et cette petite brise froide, elle passait par les escaliers et arrivait au 2e étage. C'est de là que j'ai entendu une porte se claquer,
se fermer. C'est de là que j'ai entendu les murs se fissurer et le plâtre tomber. C'est comme ça que j'ai su alors que le vent rentrait comme il venait. Le vent rentrait comme il venait, et c'est de là que j'ai su qu'il rentrait comme les oiseaux qui partaient par la fissure qu'il y avait sur le mur. Ensuite, j'ai regardé à l'intérieur, il y avait plusieurs moineaux morts. J'ai regardé à l'intérieur de la chambre que je finis par atteindre. La chambre que j'ai fini par atteindre, j'ai regardé à l'intérieur. Il y avait plusieurs moineaux morts, leurs ailes étaient grises, beige, blanches ou alors noires. Grises, beige, blanches et noires, toutes ces couleurs mélangées, c'étaient les ailes des oiseaux. Leur corps était plutôt bleu ou alors plutôt bleu terne. Je regardais leur corps et leurs plumes, des petites plumes qui ne faisaient même pas la taille d'un ongle. Des petites plumes qui ne faisaient même pas la taille d'un ongle, je les regardais et je les ramassais. Petit à petit, il y avait de plus en plus d'oiseaux morts, des rouges-gorges ou alors des petits moineaux. Des rouges-gorges ou des petits moineaux, avec de petites plumes qui ne faisaient même pas la taille de l'ongle d'un de mes doigts. Je l'ai prise et je l'ai posée sur le côté. J'ai ramassé un oiseau mort et j'ai regardé son aile. Son aile était déboîtée et cassée. Je me demandais qui avait pu faire ça à un tel oiseau. L'oiseau, je l'ai remis par terre à l'endroit où il était tombé. Qui avait pu faire ça à un tel oiseau, si faible, si petit, si impuissant par rapport à l'être humain? Il est passé par là et il était resté dans cette chambre. Jamais je n'ai trouvé cette fenêtre, ni même de l'extérieur. Derrière chaque cadre, derrière chaque porte, et derrière chaque accord de piano joué le soir, il y avait un indice qui s'y cachait. Mais on ne le savait pas encore, mais derrière chaque accord de piano, chaque cadre suspendu, chaque cadre qui avait été suspendu et accroché au mur, chaque porte qui avait été fermée et scellée, il y avait un indice, en dessous de chaque table de nuit, en dessous de chaque lit. Posé sur le sol, il y avait un indice quelque part. Je ne le savais pas encore, mais cette nuit-là, j'ai trouvé une boîte avec un étrange contenu. C'était une boîte avec un étrange contenu, quand je l'ai ouvert avec le sécateur qu'il y avait sur le côté. J'y ai planté le sécateur, et de justesse, je n'ai pas cassé ce qu'il y avait à l'intérieur. Le sécateur, je l'ai refermé, et je l'ai posé à côté de la plante, dehors. J'étais dehors, sur le gazon, sur l'herbe humide. J'étais dehors, sur le gazon, sur l'herbe humide, et j'étais même à côté d'un arbre. Un arbre qui plantait ses racines dans l'eau. L'eau sèche et poussiéreuse, pâle, terne, et peut-être, voire même peut-être vaporeuse. Cette eau du lac dans laquelle il plantait ses racines, j'avais les pieds juste dedans. J'avais le bout des pieds, le bout des orteils plongés dans l'eau. Et il y avait cette boîte à côté de moi, sur le gazon, sur l'herbe qui était presque grise, sur lesquelles il y avait la rosée du matin alors que nous étions toujours l'après-midi. J'ai regardé cette boîte. Avec le sécateur, de justesse, avec la lame, je n'ai abîmé rien de ce qu'il y avait à l'intérieur. Rien de ce qu'il y avait à l'intérieur, je n'ai pas abîmé. J'ai ouvert et j'ai regardé. Cette fois-ci, c'est avec le cutter qu'il y avait à l'intérieur de la boîte pour pouvoir l'ouvrir que j'ai ouvert la boîte. J'ai rompu les liens et j'ai ouvert la boîte. Quand j'ai rompu les liens, j'ai ouvert la boîte et j'ai regardé le contenu. Une étrange bouteille de whisky qui était vide. Je l'ai regardée, je l'ai tournée dans tous les sens, à l'endroit, à l'envers, à gauche, à droite, derrière, devant. J'ai regardé les étiquettes. J'ai posé cette étrange bouteille de whisky. J'ai posé cette étrange bouteille de whisky, et par terre je l'ai posée là, sur le bord. Elle était juste à côté de la terre noire qui entourait d'un cercle peu commode, et peu commun, le lac. Elle était là et je l'avais mise dans la terre pour pouvoir la voir en surveillance en face de moi. Je retirai alors tout ce qu'il y avait à l'intérieur les uns après les autres. Il y avait une planche qui m'était étrangère, sous laquelle il y avait l'insigne d'une clé. C'était plutôt une trace qui avait été laissée, une clé qui avait été accrochée. La poussière s'était accumulée autour, mais n'avait pas accumulé la trace de la clé qui avait été accrochée, peut-être avec un scotch, ou peut-être pas. J'ai regardé cette trace de clé. Finalement, avait-elle été gravée à la pointe d'un couteau? Ou avait-elle été laissée là et la poussière ne s'était pas accumulée dessus? J'ai pris cette planche et je l'ai posée
posé par terre après avoir soufflé dessus. J'ai regardé et finalement c'était bien un couteau qui avait gravé avec la pointe la forme d'une clé. C'était bien un couteau avec la pointe avec laquelle on avait gravé la forme d'une clé derrière. Cette planche était une planche Fougia. Déposée par terre, j'y ai récupéré le contenu. Le reste de contenu, c'était des verres. J'ai regardé, c'était des verres, des petits verres en cristal, des verres à whisky que j'ai déposés sur les côtés. Il n'y avait que 4 verres à whisky. Peut-être n'y avait-il que 4 personnes pour jouer à la planche Fougia. J'ai déposé les verres les uns à côté des autres. Rocky est arrivée et m'a regardé. Elle m'a dit, mais enfin ce ne sont pas des verres, ce sont des bougeoirs. J'y ai mis alors 4 bougies, aux 4 extrémités de la planche. On a joué avec Rocky, et là, je me suis exclamé que ce n'était peut-être pas la bonne solution, et on a voulu parler à cet enfant. On ne savait pas comment il s'appelait. On a alors pris le pointeur et on a déposé nos doigts, sans faire de pression. Sans exercer de pression, on a déposé nos doigts. On a parlé, on a posé des questions et on a tourné le pointeur avant. On a communiqué avec les esprits. Et c'est là que j'ai vu des choses s'intensifier. Là, j'ai vu des choses s'intensifier et commencer à devenir plus graves que de trouver des choses qu'on ne connaît pas, plus graves que des signatures trouvées sur des arbres ou en dessous d'une planche, plus graves que certaines choses que l'on trouve dans les chambres d'enfants, en dessous d'un lit. Ce soir, j'ai regardé le reste. Il y avait un enregistrement, juste un seul, posé dans une boîte et mis au milieu comme ça, comme s'il avait été abandonné. Je l'ai pris, je l'ai déposé, je l'ai assis à côté de moi. Je l'ai mis sur une chaise. J'avais vu qu'à côté de cet enregistrement, on n'était pas seul en fait. Il y avait une poupée, représentant un enfant, derrière laquelle était brodé un nom. Derrière laquelle était brodé un nom, le nom Charlie. J'ai regardé cette poupée attentivement. Une fois libérée de la boîte dans laquelle elle était prise, je l'ai assis à côté de moi, tout comme l'enregistrement que j'avais mis contre la chaise. Je me suis mis alors par terre et j'ai mis l'enregistrement en route. J'ai mis l'enregistrement en route et devant moi, j'ai écouté. Une femme était en train de pleurer. Au début de l'enregistrement, une femme pleurait, disait qu'on avait assassiné son fils, qu'il était mort. À la fin de l'enregistrement, j'ai regardé la poupée, car à la fin, on disait que l'enfant s'appelait Charlie. J'ai regardé la poupée et là j'ai commencé à faire des liens entre les clés qui avaient été retrouvées, gravées avec la pointe d'un couteau en dessous de la planche Ouija. J'ai commencé aussi à faire des liens, les empreintes de clés qui avaient été trouvées en dessous des tables de nuit, les noms des enfants qui avaient été gravés au couteau sur chacune des petites fenêtres, le nombre de fenêtres quadrillées qui étaient en train d'équivaler, le nombre de petites fenêtres qui étaient en train de se briser, que j'entendais les unes après les autres, le nombre de fenêtres qui se brisaient les unes après les autres, que j'entendais depuis le bas, depuis le sous-sol. Depuis le bas de la maison, j'entendais les fenêtres se briser les unes après les autres. Je ne sais pas ce qu'on avait fait, mais je les entendais toutes. J'entendais se fissurer les murs, et j'entendais même ces fenêtres se briser. J'entendais les rideaux se fermer, et j'entendais les bruits, les lits se déplacer. Tout ça partout autour de moi. Quand j'écoutais cet enregistrement, je me suis dit alors que les clés qui avaient été gravées à la pointe d'un couteau, juste en dessous des tables de nuit des enfants, dans le dortoir, appartenaient peut-être à une autre boîte, à une autre pièce qu'on n'avait pas encore découverte dans la maison. Mais nous habitons ici pour nous protéger. Nous habitions ici pour nous protéger. Nous protéger de ce lac vaporé, ce lac qui était vaporeux, qui était froid, terne et sombre, sur lesquels il y avait de l'eau qui était plutôt poussiéreuse et blanche. J'ai entendu alors à l'extérieur le mur s'effondrer. Il n'y avait plus rien. Quand je suis rentré dans les dortoirs, il n'y avait plus rien non plus. Mais il y avait un seul enfant, assis face à la fenêtre, ouvrant légèrement le rideau et regardant à l'extérieur. Je lui ai demandé s'il s'appelait Charlie. Je lui ai demandé comment il s'appelait. Il m'a tendu un carnet. Dedans, il y avait l'écriture de plusieurs enfants, plusieurs écritures différentes.
Plusieurs écritures étaient différentes et je les ai toutes regardées les unes après les autres. Tous les noms qu'il y avait, je les ai comptés. Il y en avait 12 exactement. J'ai regardé ensuite les lits. Il y en avait exactement 12 qui étaient faits. Un seul qui était défait sur lequel était posé l'enfant face à la fenêtre. Je lui ai demandé comment il s'appelait. J'ai respiré, inspiré, expiré. Et là, il m'a regardé, il s'est tourné. Il n'a rien dit, pas un seul mot, pas un geste. Il est resté droit et fixe sur le lit, assis par terre. Assis par terre, je le regardais de haut, je regardais cet enfant, voir s'il réagissait. À mon insu, il n'a pas réagi, il était là, fixe, et je suis resté à mon insu, je lui ai tendu le livre, et je lui ai demandé s'il s'appelait Charlie. Tout de suite, il a tourné la tête et m'a regardé. Là, j'ai su que c'était lui, je suis parti et j'ai fermé la porte. Il a voulu m'agripper la gorge, mais j'ai su sortir à temps. J'ai su sortir à temps et il a voulu m'agripper la gorge et j'ai su que c'était Charlie. Mais qui était Charlie, il ne fallait plus que le découvrir. Je savais qu'il y avait des clés et j'avais pas compté le nombre. Je n'avais pas compté le nombre de tables de nuit. Il y avait 12 lits, mais il n'y avait pas 12 tables de nuit. Alors combien y avait-il de clés pour pouvoir ouvrir le reste des portes? Combien y avait-il de clés pour pouvoir ouvrir le reste des portes? Qui allait-il prendre le relais pour pouvoir savoir combien y avait-il de clés? Seulement je ne le savais pas, et beaucoup de secrets restaient à être découverts dans cette maison. Autour de nous, à l'intérieur, commençaient à être vaporeux les murs. Les murs commençaient à être vaporeux autour de nous, à l'intérieur. C'était plus que terrifiant et il commençait à s'assombrir quand Charlie commençait à marcher dans la maison. On entendait descendre dans les escaliers et on entendait les marches grincer. Il commençait à descendre et les murs s'assombrissaient. Le dessus était en train de devenir vaporeux, un peu comme le lac, poussiéreux, gris et terne. On entendait des lames de couteau. Le lendemain, le mur détruit à côté de la maison était reconstruit. La porte était impeccable, intacte. La porte était intacte, impeccablement mise. Le mur avait été reconstruit. En une seule nuit, nous n'avons rien entendu. Pourtant, il s'était écroulé dans le lac depuis longtemps. J'avais sorti la planche Ouija, mais nous n'avons pas encore joué. Nous n'avons pas encore joué à Ouija, Rocky et moi. Alors je suis resté là, devant ce mur, et j'étais comme devant l'arbre, figé. Je regardais le mur. Il y avait 3 corbeaux sur le côté près de la maison. La cheminée était en train de partir sur le côté. La cheminée partait sur le côté, la cheminée du mur qui avait été reconstruit. Et elle était gémellique à la nôtre. Elle était gémellique à la nôtre, elle se raccordait à la nôtre, et laissait passer la fumée. Nous faisions brûler un feu à l'intérieur, donc il y avait de la fumée qui s'en émanait, et qui partait avec la fumée. Avec la fumée du ciel partait alors la fumée qui s'en émanait. Celle qui était gémellique à la nôtre, celle du mur qui s'est reconstruit en une nuit, ne faisait pas de fumée, ou était-elle peut-être bouchée, ou alors vide. Je suis rentré à l'intérieur et j'entendais le mur de l'intérieur de la maison dans laquelle nous vivions crépiter. J'entendais le mur de l'intérieur de la maison dans laquelle nous vivions était en train de crépiter, alors j'entendais très fortement le feu brûler. Comme si les échos du feu à l'intérieur du feu de bois. Comme si les échos de ce feu, chez nous, dans cette maison, ce n'était pas chez nous mais dans cette maison, comme si les échos résonnèrent à l'intérieur des murs qu'il y avait là où je suis rentré. Il y avait des crochets qui tombaient et qui étaient accrochés à des chaînes. Dessus, il y avait du sang qui était sec. Et il n'y avait pas de feu, effectivement, la cheminée était bouchée. J'ai vu qu'il y avait plusieurs nids d'oiseaux, ou alors plusieurs herbes, et alors autres parasites qui ont poussé à l'intérieur. Il y avait plusieurs herbes, ou alors plusieurs parasites tels que des ronces, ou encore du lierre, des mauvaises herbes qui avaient poussé à l'intérieur. Sur les parois s'étaient accrochées alors des mauvaises herbes, des glycines, des lierres ou alors des ronces. Il y avait tout un rosier de roses qui était noir. Il y avait tout un rosier de roses noires qui poussait à l'intérieur. J'ai pris une rose que j'ai décrochée et que j'ai coupée avec le sécateur. Je l'ai prise en main et je l'ai essuyée. J'ai soufflé dessus, c'était des roses blanches. Elle avait été teintée par la fumée qui en était sortie. La fumée qui en était sortie et qui s'en était émanée avait teinté les roses blanches qui poussaient à l'intérieur par l'humidité qu'il y avait dans les murs. Elles avaient un bon environnement pour pousser, et là elles poussaient attentivement.
elles poussaient calmement, et attentivement, chaque rose était en train d'éclore à l'intérieur. À l'intérieur, chaque rose blanche était en train d'éclore et de faire des bourgeons. Lorsqu'elles étaient en train d'éclore, comme un œuf, comme l'œuf d'un oiseau, qui venait déposer alors les siens, tout en bas. L'œuf d'un oiseau qui venait déposer ses petits oisillons, tout en dessous. J'ai regardé un jour, je suis rentré après avoir pris 2 roses blanches, après avoir pris la seconde que j'avais coupée et que j'avais soufflé dessus pour voir si elle était blanche. La seconde était blanche et j'ai vu des petits oisillons qui étaient couverts de cendres, je les ai pris. J'ai essuyé les oiseaux et leurs ailes étaient brisées. Leurs ailes étaient brisées, ils étaient couverts de cendres et il y avait un feu juste au-dessus. Une rose était en feu, toutes les autres roses blanches étaient en train de profiter de la chaleur de cette rose en feu pour pouvoir pousser attentivement. Elles étaient mouillées et il y avait de l'eau qui coulait. Il y avait de l'eau qui coulait, elles étaient mouillées et recouvertes de rosée du matin. Elles étaient recouvertes de rosée du matin, et il y avait de l'eau qui coulait le long de la paroi. Elles poussaient attentivement comme si elles étaient sur le long d'une cascade, mais ce n'était que de l'eau qui était en train de couler depuis le haut de la cheminée. En haut, il y avait de la fumée, qui était en train de s'émaner comme à la nôtre. Et il y avait ces oisillons avec les ailes brisées, recouverts de cendres grises alors que c'étaient de petits oisillons blancs, qui me regardaient. Ils étaient en train de me regarder et faisaient ce petit bruit. C'était attendrissant, j'en ai pris un, mais ses ailes étaient brisées. Pour abréger ses souffrances, je l'ai pris dans mes mains et j'ai brisé sa nuque, j'ai brisé son cou. Les petits oisillons, les uns après les autres, j'ai dû les prendre, abréger leurs souffrances et briser leur nuque. J'ai fait des trous, tous des petits trous les uns à côté des autres. J'ai fait de petites croix et je les ai plantés, après avoir mis les petits oisillons dans chaque trou et remis la terre par-dessus en une poignée de main. J'ai remis la terre par-dessus en une poignée de main, sur chaque petit terrier que j'avais fait. Les oisillons avec la nuque brisée et les ailes brisées, recouverts de cendres et peut-être même déjà étouffés depuis longtemps. N'était-ce peut-être plus que des cris de souffrance? J'ai mis alors les croix au-dessus de chaque petite pierre tombale que j'avais faite avec une pierre trouvée dans les marécages. Je suis rentré, j'ai fermé la porte et c'est là que j'ai vu ce qu'il y avait, une boîte fermée devant moi. Un jeune enfant était en train de tailler ses griffes. Il taillait ses ongles sur mon lit. Il avait des ongles recouverts de terre. Ses ongles étaient impeccables mais recouverts de terre, ils étaient blancs, et en dessous il y avait de la terre noire, la même qu'il y avait autour du lac. J'ai regardé l'enfant et contre le pied de mon lit, il était en train de tailler ses ongles en de réelles griffes. Il taillait ses ongles en de réelles griffes et il me regardait. De temps en temps tournait la tête vers moi et moi, je m'asseyais sur le bord de mon lit. Je ne prêtais pas attention à lui. Quand il m'a regardé, il a juste fait un simple grognement. Je sentais qu'à l'intérieur de mon cœur, il battait encore plus vite. Je sentais qu'à l'intérieur de mon cœur, cela battait encore plus vite, mais je sentais surtout que j'avais froid. J'avais froid dans la poitrine. Quand il m'a regardé, j'ai senti un choc brutal apparaître dans mon dos, comme quelque chose de froid qui venait entourer ma cage thoracique. Je me suis assis sur le lit en face de moi. Elle ne s'est pas réveillée. Elle dormait, Rocky dormait, mais elle ne s'est pas réveillée. Je suis resté assis et l'enfant taillait ses ongles contre le bois. Contre le bois, il taillait ses ongles et il regardait par dehors, par la fenêtre. Je suis allé à la fenêtre et j'ai ouvert les rideaux. Et là, j'ai vu que dehors, il y avait un autre enfant qui regardait par la même fenêtre de la même façon que lui. C'était la même expression, le même visage, les mêmes yeux, le même regard. Je me suis tourné, il n'était plus dans la pièce. La porte s'est fermée sévèrement. Elle s'est fermement fermée derrière moi. Et alors j'ai regardé par la fenêtre une seconde fois, pensant que peut-être j'avais halluciné. Mais non, il y avait 2 garçons maintenant. Maintenant, il y avait 2 garçons, et la porte s'était réouverte derrière moi très légèrement. J'avais entendu un bruit de grincement, mais je pensais que c'était les arbres. C'était la porte derrière moi. La porte s'était alors refermée une nouvelle fois. Elle avait reclaqué et réveillé Rocky. Rocky s'est levé et m'a demandé ce qui s'est passé. Je lui ai dit « Viens voir, viens voir ». Elle a regardé
Elle a regardé par les rideaux qui étaient très ternes, et peut-être voire blancs, même transparents, translucides. Transparents, voire même peut-être translucides, elle a regardé au travers des rideaux sans même les ouvrir. Par la fenêtre, elle n'a rien vu, même pas une ombre, même pas un geste, pas un enfant, rien. Moi, je voyais deux enfants qui regardaient de la même manière. Ils avaient l'air entièrement les mêmes. Ils avaient l'air d'être entièrement les mêmes. Ils regardaient par la fenêtre de la même manière, avec les mêmes yeux et avec la même bouche. Je suis descendu, j'ai ouvert la porte et je lui ai dit maintenant regarde. Elle m'a dit qu'elle ne voyait rien, y compris un arbre sur lequel il y avait des lacérations. Il y avait des lacérations, peut-être faites au couteau, peut-être faites à la lame d'un couteau. Était-ce un ambidextre qui tenait cette lame? Était-ce peut-être un ambidextre qui tenait cette lame? Le tenait-il des deux mains, de la main gauche et de la main droite, pour faire chaque lacération les unes après les autres? Il avait fait des lacérations qui en fait n'étaient pas des lacérations, mais des graduations. Il y avait une date, un mois, un jour, et il y avait une taille et un nom. Mais c'était chaque fois le même nom, Charlie, 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 Charlie. Encore et encore, jusqu'en bas et jusqu'au-dessus. C'était Charlie à chaque fois. Mais ce n'était pas la même date, pas le même nom, pas la même taille. Comme si cet enfant avait grandi ici, comme si on l'avait mesuré tous les jours en face de cet arbre. Était-ce peut-être une femme ambidextre, ou alors un homme ambidextre, aux larges épaules et au grand manteau noir qui tenait cette lame, faisant ses lacérations et mesurant son enfant? Était-ce lui alors? C'était peut-être le tueur qui voulait tout simplement nous faire peur? Ou y avait-il quelqu'un qui habitait cette maison aussi et qui voulait nous faire peur et nous chasser de là, en faisant des lacérations, en faisant semblant de gratter ses ongles et de les acérer comme des lames? Peut-être y avait-il ça comme option, peut-être était-ce un tueur à gages, un tueur en série, ou alors peut-être le propriétaire de la maison qui n'est jamais parti, qui restait là, et qui était en train de se griffer les ongles pour pouvoir les acérer comme des lames. J'ai regardé dehors et pourtant j'avais vu des enfants, mais quand je me suis retourné, il n'y avait plus d'enfants assis sur le lit. Le lit était fait, impeccablement fait, comme les 12 autres lits, ou plutôt les 11 autres lits, car Rocky en avait emprunté un comme moi. J'ai regardé alors les 11 autres lits, en dessous il y avait une clé dessinée. Je l'ai prise et cette clé qui avait été dessinée à la pointe de la lame d'un couteau. Je l'ai prise. J'ai regardé dans le coffre finalement dans lequel j'avais trouvé la planche Ouija et j'avais trouvé les bougeoirs ou les verres à whisky que je pensais être au départ des verres à whisky. C'était en fait des bougeoirs, 4 bougeoirs. J'ai regardé à l'intérieur, il y avait des clés, autant qu'il n'y avait de lits. 11 ou alors 12, peut-être parfois 13, ça dépendait du dortoir dans lequel j'ouvrais la porte et je prenais la poignée avec fermeté, je prenais la poignée et cela dépendait dans quel dortoir j'allais. Il y en avait un avec 13, avec 11, avec 12 lits, et ça dépendait du dortoir dans lequel j'allais. Il y en avait un qui était rangé, qui était fait impeccablement. Il y en avait un qui n'était pas encore ménagé, dans lequel il y avait des boîtes. Et il y en avait un qui était rangé, sur lesquels il y avait des enfants qui étaient en train d'attendre. Il y en avait un sur lequel je pouvais voir le soir des enfants en train d'attendre et regarder avec un air triste par la fenêtre. Il y avait celui-là, l'autre qui n'était pas rangé ni aménagé, dans lequel il y avait des boîtes, et l'autre que nous, dans lequel nous étions, dans lequel nous dormions. Celui-ci était aménagé, il y avait des bandes dessinées, il y avait des boîtes, des enregistrements, il y avait la planche Ouija par terre juste devant la fenêtre. Et de temps en temps, on y voyait peut-être des choses qu'on pensait être réelles ou non. J'ai ouvert la porte d'une armoire. Il y avait une arme sur le côté. Mais quand j'ai remarqué cette arme, j'ai tourné les yeux sur le côté. J'ai regardé l'intérieur. Il y faisait tellement sombre que j'avais l'impression que c'était une deuxième partie de la maison. Il y faisait tellement sombre à l'intérieur que j'avais l'impression que c'était une autre pièce. Je me suis retourné et la porte de la chambre s'est claquée, s'est refermée derrière moi. Rocky était en train de dormir et moi j'étais éveillé. J'ai ouvert la deuxième porte, il faisait encore plus sombre à l'intérieur de cette armoire. J'ai regardé l'intérieur de cette armoire, il faisait aussi sombre qu'à l'intérieur d'une pièce fermée dans laquelle on aurait éteint la lumière. Il faisait aussi sombre que dans le grenier dans lequel il n'y avait aucune lampe. J'ai regardé ensuite à l'intérieur une nouvelle fois. Ça avait l'air d'être une deuxième pièce,
il y avait toujours l'arme sur le côté. J'ai pris l'arme et je suis rentré à l'intérieur de l'armoire. Je pouvais y rentrer tout seul. J'ai commencé à entendre des pleurs, les pleurs d'une femme. J'entendais les pleurs d'une femme et j'ai commencé à les entendre plus fréquemment, de plus en plus souvent, parfois le soir quand je retournais dormir, ou alors parfois de temps en temps la nuit, quand je me réveillais le soir, que je descendais et que j'allais boire un verre d'eau. J'entendais les pleurs de cette femme et alors j'ouvrais l'armoire, je rentrais à l'intérieur et je prenais l'arme. Pour me défendre, évidemment, je prenais l'arme, comme toujours. Comme tous les jours, je prenais cette arme et alors je rentrais. Il faisait sombre et je ne voyais rien. Mais il y avait cette lampe. Lorsque j'avais traversé un certain mètre, peut-être un, peut-être deux, peut-être trois, voire même peut-être quatre, il y avait une lampe qui apparaissait, une ampoule. Elle était éteinte, mais je pouvais l'allumer, simplement en tirant sur une vieille corde qui était en train de pendre au plafond. Était-ce un plafond même? Était-ce un plafond même, je ne le savais pas. Mais rien qu'en tirant sur cette vieille corde qui était en train de pendre, une corde usagée, usée, je l'ai regardée et j'ai appuyé sur cette ampoule avec mon doigt, très légèrement. Elle a valsé, elle a tangué de gauche à droite. Là, j'ai pris la corde usée, j'ai tiré dessus et elle s'est allumée. La corde s'est fracturée et s'est fissurée. Finalement, la corde a fini par se fissurer, et elle s'est décrochée. Donc l'ampoule est restée allumée et s'est éteinte plus tard derrière moi. Je suis rentré à l'intérieur et j'ai commencé à marcher. Marcher, marcher. Suivant les pleurs de cette femme, j'ai marché, marché et marché, jusqu'à ce que je marche et que je trouve un bruit métallique en dessous de mes pieds. Jusqu'à ce que je trouve quelque chose, un bruit métallique, qui fit résonner l'intérieur de cette armoire. Un bruit métallique, qui fit résonner l'intérieur de cette armoire et qui fit résonner aussi l'intérieur de la pièce dans laquelle cette armoire se trouvait. Rocky ne s'était toujours pas réveillée. Elle dormait. Et moi j'étais là, et Rocky dormait. Et ce bruit a fait résonner l'intérieur de la maison, l'intérieur de l'armoire et l'intérieur de la pièce dans laquelle elle se trouvait. J'ai alors cherché à allumer la lumière, et j'ai trouvé une lampe de poche dans cette chose dans laquelle j'ai marché. Dans cette chose, cette matière métallique dans laquelle j'ai marché, j'y ai trouvé une lampe de poche. Je l'ai allumée et là j'ai vu qu'il y avait tout autour de moi un tas de clés qui avaient été mises comme ça en vrac devant. Devant, il y avait un tas de clés qui avaient été mises en vrac. J'ai regardé, j'ai cherché dans les clés, voir s'il y avait peut-être la clé de l'intérieur de là où j'étais rentré. L'armoire. Y avait-il la clé de l'intérieur de l'armoire là où j'étais rentré? J'ai cherché, j'ai testé toutes les clés, ça m'a paru être des jours, ça m'a paru être des mois, ça m'a paru être des heures. Je suis sorti et l'horloge n'avait pas bougé. On n'avait pas bougé d'un cran. Même l'aiguille des secondes n'avait pas bougé. Elle était toujours là où elle était quand je suis rentré. Même le pendule qui avait sur l'horloge, à l'intérieur, juste en face des 2 lits, juste en face des 12 lits, car j'étais dans le dortoir, n'avait même pas bougé. Même cette pendule, même l'horloge, même l'aiguille des minutes, des secondes et des heures n'avait pas bougé. Rien n'avait bougé, comme si j'étais parti seulement un fragment de seconde. Comme si j'étais parti un fragment de seconde, rien n'avait bougé. Je me suis retourné et j'ai réussi avec une clé à ouvrir l'armoire. Je suis rentré à l'intérieur et j'ai vu le visage d'une femme, les mains repliées contre elle-même, les mains sur son visage, elle pleurait. Elle avait les avant-bras repliés. Contre sa poitrine, elle pleurait, elle avait les mains sur son visage. J'entendais ses pleurs et c'était elle qui faisait résonner ses pleurs au travers de l'armoire, de la pièce, du dortoir et de la maison. La nuit, elle m'apparaissait, avec une robe de bal, blanche, couverte de sang. Elle prétendait que Charlie était son enfant et qu'elle l'avait tué. Elle répétait sans cesse, « On a tué mon enfant, on a tué mon enfant, on a tué mon enfant. » Je la regardais et elle pleurait des larmes de sang, s'effondrant à terre, et n'étant plus que poussière, elle partait. Elle partait
comme quand on envoie une lettre à la poste. Les mots qu'on a écrits, l'encre qu'on a mis sur feuille disparaît. Elle, c'était pareil. Elle est partie. Elle est devenue terre, elle est devenue poussière. C'était une sculpture qu'on a forcée à se détruire toute seule. Elle était devenue une sculpture qu'on avait forcée à se détruire toute seule. Peut-être était-ce l'homme habillé en noir aux larges épaules qui était arrivé face à elle avec une massue et qui avait détruit cette sculpture qui avait peut-être été créée par un forgeron. Peut-être que cette sculpture qu'elle est devenue, créée par un forgeron, celui qui avait fait la deuxième partie de la maison qui s'est écroulée. Peut-être que c'était lui qui avait créé ce qui s'était passé, la mort de l'enfant. Était-ce une femme qui était forgeronne, qui créait des bâtiments? J'ai vu plus tard, j'ai vu que ce n'était pas une forgeronne, comme son mari qui était forgeron, mais que c'était une femme qui faisait des escaliers. C'était elle qui avait créé l'escalier dans lequel on marchait. Tous les jours dans lequel on marchait, c'était elle qui avait fait chaque marche, les unes après les autres. C'était elle qui l'avait inventé, qui l'avait fait. C'était elle qui l'avait imaginé, cet escalier sur lequel on marche, qui nous emmène au deuxième étage, au troisième, et peut-être voire même au grenier. Eh bien, cet escalier sur lequel on marche, chaque marche avait été créée par elle. Elle était créatrice d'escalier et son mari était forgeron, l'avait poussée à la folie et a tué son enfant, Charlie. Charlie qui était resté dans sa chambre à coucher. Il était resté dans sa chambre à coucher, rejeté par ses parents. Un forgeron et une créatrice d'escalier. Une créatrice d'escalier et un forgeron dans une grande maison, derrière les bois, derrière les arbres secs, derrière les ronces, derrière les glycines, derrière les mauvaises herbes et les hêtres. Les chênes, les hêtres, la forêt. Derrière tout ça, il y avait les glycines, les lierres, les mauvaises herbes, les ronces. De temps en temps, il y avait quelques oiseaux recouverts de poudre noire, cette poudre noire qui était de la poudre à canon, ou alors peut-être autre chose. Cette poudre noire, c'était de la poudre à canon, peut-être autre chose. Ce pouvait être de temps en temps, ce pouvait être de la suie qu'il y avait à l'intérieur des cheminées quand on faisait un feu, ce pouvait être de la suie, ou alors de la poudre à canon. Car l'homme aux larges épaules, au grand manteau noir, partait souvent à la chasse. Il revenait seulement plus tard. Il partait à la chasse dans la forêt et revenait plus tard. Il sentait la suie et la poudre à canon. Il faisait un feu et sa femme le regardait mettre les bûches, le regardait bouger les bûches à l'intérieur du feu. Et le feu s'agrandissait, il y avait de la suie qui se formait sur les côtés du feu à l'intérieur, il y avait de la suie qui se formait et qui se collait aux parois, comme à l'intérieur de la cheminée. Tout le long de la cheminée gémélique et la nôtre, il y avait de la suie qui commençait à s'accrocher. Mais à l'intérieur de celle qui était gémélique à la nôtre, il n'y avait pas de feu, mais pourtant autant de suie qu'il y en avait dans la nôtre, qui se collait contre les parois et sur chaque pétale des roses blanches, qui devenaient ainsi carbonisées et noires. Je soufflais dessus, et chaque jour j'allais couper une rose. Je la récupérais. J'en ai fait une couronne de houx. J'en ai fait une couronne de houx que j'ai mis juste en face de la porte, avec les roses séchées et noires recouvertes de suie. J'en ai fait une couronne de houx comme on fait à Noël et je l'ai posée sur la porte ou alors juste devant. À côté, j'ai pris l'arme que j'avais vue. Dans l'armoire qui était aussi grande et aussi profonde, aussi noire qu'une deuxième pièce. J'ai pris l'arme, j'ai été à l'intérieur. J'ai été à l'intérieur de l'armoire. J'ai marché, je me suis retrouvé à l'extérieur. À l'extérieur, cette femme couverte de sang dans la chambre. Cette femme dans la chambre, couverte de sang, m'a regardé avec sa grande robe de soirée blanche. Elle-même couverte de sang, elle a dit qu'elle avait tué son enfant et que quelqu'un l'avait obligée. Je suis parti en courant, j'ai déchargé le fusil, j'ai laissé tomber les cartouches. Je me suis retourné, elle n'était plus là, mais elle prétendait que Charlie était son enfant.
maison d'en face, le vent était froid. Autour des pièces, il tournait. Et quand je suis rentré dans la maison, chaque pièce était vide. Chaque pièce était vide et au milieu de la pièce du salon, en bas, au rez-de-chaussée, il n'y avait qu'un lit. Il était fait. Et l'autre lit par terre était défait. Ce n'était qu'un matelas, mais c'était quand même un lit. Il était défait et l'autre était fait. La couverture par-dessus. Les deux coussins qui avaient été mis à l'horizontale l'un à côté de l'autre. Dessus, il y avait une rose, couverte de poudre à canon. Il y avait une rose qui était couverte de suie et de poudre à canon. À côté, il y avait deux cartouches levées, et il y en avait une qui était sur le côté, ce qui veut dire qu'il y avait 3 cartouches qui avaient été tirées. Le fusil était sûrement en dessous d'un des lits, ou peut-être avait-il été enfermé dans le matelas. Mais la maison d'en face renfermait de terribles secrets, jusqu'à ce que je voie apparaître des reflets dans les miroirs, jusqu'à ce que je voie apparaître des personnes derrière, et jusqu'à ce que je voie apparaître des gens, ou jusqu'à ce que j'entende des pas tout autour de moi. J'entendais des pas. J'entendais des pas tout autour de moi, comme si une personne faisait les 100 pas et n'arrêtait sans cesse de marcher, comme si cette personne n'arrêtait sans cesse de marcher et de réfléchir à quelque chose. J'étais perplexe. Je ne savais pas quoi penser. J'entendais une personne qui sans cesse ne faisait les 100 pas chez elle. J'étais sûrement peut-être chez elle. C'était une personne, comme toutes les autres, sauf que je ne l'avais jamais vue. Dans les miroirs, je voyais des reflets. Dans les miroirs, je voyais des visages, des traits étirés, un nez, une bouche, des fossettes, peut-être parfois les pommettes d'un enfant. Elle portait une grande robe de bal blanche et elle avait du sang, tout le long de son épaule, qui redescendait jusqu'à son bas-ventre. Jusqu'à son bas-ventre, le long de son épaule et de son bras, les manchettes en dentelle blanche. Elle me regardait, elle avait une arme à la main et prétendait avoir tué son enfant. J'avais de la peine pour elle, mais en même temps j'avais peur, j'avais froid dans le ventre, j'avais froid au cœur. Mais j'avais de la peine pour cette femme. Elle est sortie et m'a chassé de chez elle. Je suis sorti, j'ai fermé la porte. J'ai respiré, je me suis caché derrière un arbre. Je me suis caché derrière un arbre derrière lequel il y avait un mur en bois qui était en train de s'effondrer, tout au bord de l'eau, tout au bord de l'eau, tout au bord de la vapeur d'eau dessus. J'ai regardé et j'ai gardé mon souffle. À l'intérieur. À l'intérieur, j'ai gardé mon souffle. Puis j'ai expiré. Là, j'ai pensé que cette personne ne voulait pas qu'on entre chez elle, la maison à l'autre bout du jardin. Cette maison qui n'avait ni fenêtre ni porte. Cette maison qui n'avait ni fenêtre ni porte, qui n'avait décemment peut-être pas de propriétaire. J'y ai vu pourtant des personnes et une femme, avec sa chemise blanche, avec sa robe de bal, couverte de sang. J'y ai vu un enfant, mais cette maison n'avait ni fenêtre ni porte, ni entrée ni sortie, et peut-être avait-elle un propriétaire, ou peut-être que non. Je me suis caché derrière cette rambarde en bois, derrière cet arbre et derrière cette rambarde en bois. Je me suis caché au bord de la terre, j'y ai mis mes pieds, et j'ai alors regardé l'eau. C'est dans l'eau que j'ai vu apparaître une femme avec un manuscrit en main. Dans l'eau, j'ai vu apparaître cette femme avec un manuscrit en main qui me regardait, qui m'observait. Ses pieds lévitaient juste au-dessus de l'eau, et il y avait son reflet, qui se reflétait, juste en dessous de ses pieds, qui lévitait à 1 centimètre près, à 1 millimètre près au-dessus de l'eau. Elle est arrivée, en face de moi, m'a rendu le manuscrit. Elle a disparu dans la forêt, et je l'ai vue à partir de la cime des arbres que je pouvais apercevoir. Une fois dans le noir total, il n'y avait plus rien, mis à part une longue robe blanche qui tombait jusque par terre, et qui flottait en lévitation. Mis à part cette longue robe blanche tachée de sang, à partir de son omoplate, à partir de son épaule et de son bras, et de la dentelle blanche de sa robe. Mis à part ça, je ne voyais qu'un drap blanc flotter dans les airs et 2 pieds, qui étaient juste en dessous, comme pour tenir une grande robe de bal. Et c'est là que je l'ai surpris, en train de planer au-dessus de la cime des arbres. Elle m'a regardé et m'a lancé un dernier regard. Je suis rentré et j'ai fermé la porte derrière moi. J'ai observé d'un dernier regard, une dernière fois, cette grande maison. Finalement, elle n'avait ni porte,
ni fenêtre, ni personne qui habitait cet endroit. Ni personne qui habitait cet endroit, ni fenêtre, ni porte, ni entrée, ni sortie. Il n'y avait personne dans cette maison. Je suis rentré et j'ai vu alors la grande robe de bal partir dans la forêt, s'éloigner dans un noir des plus totales, et c'est là que je ne l'ai plus vue, à part le manuscrit en main qui a disparu quand je l'ai vu pour la dernière fois. Par ici me crie-t-il le jeune enfant. Par ici me crie-t-il. Je le regarde. Et c'est alors qu'au loin, j'aperçois la maison. Pas de fenêtre, pas de porte, pas d'entrée, encore moins de sortie. Car s'il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie. Pas de porte, pas de fenêtre. Juste dans cette maison, entre quatre murs, un arbre qui poussèrent au milieu, avec un lit abandonné, mais qui pourtant avait été fait, cachant en dessous de ce lit une arme à feu. Cachant en dessous de ce lit une arme à feu, et exposant au-dessus de ce lit 2 balles qui avaient été posées, des balles de fusil, 2 relevées, et 3 qui avaient été posées comme ça l'une à côté de l'autre. Je regarde ce lit, je suis perplexe et je me demande, en voyant le matelas par terre. Je regarde le matelas par terre, je suis perplexe et je me demande. Je vois un regard à la fenêtre, un regard furtif. Le vent qui frôle légèrement les broussailles dehors. Le vent qui frôle légèrement les broussailles dehors. Je vois le gazon couvert de suie et couvert de poudre à canon. Couvert de poudre à canon grise, couvert de suie noire. Tout autour de moi, il y a ce lac, qui est lui-même couvert de suie, poussiéreux et teinté, estompé. Je le regarde, il est teinté et estompé par la suie et par la poudre à canon. Je mets alors mes mains sur l'eau, et je ne récupère qu'une poignée de poudre à canon et de suie. Il est teinté et je le regarde. Ce n'est plus de l'eau, c'est de la poussière noire, comme s'il avait plu descendre. Comme s'il avait plu descendre, ce n'est plus de l'eau, mais de la poussière noire. C'est de la suie, de la poudre à canon. Je regarde l'eau, ce n'est même plus que descendre. À l'intérieur, ce ne sont plus qu'à descendre. Et à l'extérieur, je regarde la table en ovale. Cette table en ovale arrondi que je regarde. 9 places y a-t-il d'installées? Y a-t-il d'installées 9 places? Et je vois une table, une chaise sur le côté, avec une table qui est seule. Une table seule, une table ovale, sur laquelle il y a une chaise. Je me retourne et je ne vois plus que 8 chaises installées, plus que 8 tables sur les côtés. 8 tables, 8 petites tables en solitaire. Je regarde cet endroit. 8 petites tables en solitaire. 8 chaises à une grande table ovale. Une table ovale qui doit en comporter 9 pour 9 places. Et une chaise sur le côté, à l'une des petites tables qu'il y a sur le côté. Une chaise à l'une des petites tables qu'il y a sur le côté, en face des fenêtres qui sont juste des petites fenêtres, sans même un verre, sans même une vitre. Sans même un verre, sans même une vitre, il y a juste cette petite fenêtre carrée. Juste en face, il y a une table, et il y a l'une des chaises qui est censée se trouver aux 9 places qu'il y a à cette table. Mais il y a d'autres petites tables sur les côtés. Il n'y a pas de place pour les chaises, car les chaises sont installées en dessous de la grande table ovale. Là, je me retourne et je ne vois plus que les chaises autour de moi. Je ne vois plus que les chaises autour de moi qui sont face à moi et qui me regardent, comme si 9 personnes étaient installées autour de moi. Les chaises, alors, je les replace en dessous de chaque petite table uniforme et qui est en face de 9 petites fenêtres sur lesquelles il n'y a pas de vitres, pas de verre, pas de fenêtre. Je regarde ensuite, et à côté de chaque petite table, il y a une arme. À côté de chaque petite table, il y a une arme à feu. Et il y a une balle. Je me demande à quoi peuvent servir ces armes. Il y a une arme à feu sur chaque petite table, et une chaise qui est rangée juste à côté, que je dois mettre en dessous peut-être. Peut-être était-ce ma mission en rentrer dans cette maison de l'autre bout du jardin. De l'autre bout du jardin jusqu'à notre mission qui est de rentrer dans cette maison. Pas de chaise, pas de table, pas de fenêtre, pas d'entrée, pas de sortie. Cette maison, cette propriété qui se trouve à l'autre bout de ma propriété à moi,
à l'autre bout du lac, à l'autre bout de la forêt. Dedans, je me mets en face des 9 petites tables et des 9 chaises que je mets en dessous, que je range en dessous, soigneusement, et en face de moi, 9 fusils avec une balle. Je les dispose chacun en face de la table et en face de la chaise sur laquelle ils se trouvent, ainsi qu'en face de la fenêtre qui n'a pas de verre et qui n'a pas de vitre. Je prends la balle et je la charge, je charge de tous les fusils, et là apparaissent des personnes qui prennent tous le fusil en main, qui le regardent et qui l'observent comme un objet d'exposition. Je pars et je referme la porte derrière moi. Par les fenêtres que je ne vois plus à l'extérieur alors que je les voyais à l'intérieur. Je n'y vois rien, mais j'entends 9 coups de feu les uns après les autres. Se sont-ils tués? Peut-être, je ne le sais pas. Je ne sais pas s'ils sont morts, mais je vois cette femme rentrer. Je ne sais pas s'ils sont morts, mais je vois cette femme rentrer. Elle rentre dans l'étable, et quand elle rentre dans l'étable, je n'entends plus rien. Je n'emploie plus les mots que j'emploierais quand je vois quelqu'un rentrer dans une étable. À ce moment-là, je vois son visage et elle se tourne vers moi. Son visage est couvert de suie. A-t-elle été enfermée dans la cheminée? Je n'en sais rien. Et je regarde autour de moi. A-t-elle été enfermée dans la cheminée? C'est le seul mystère qui me reste. C'est le seul mystère qui me reste au travers du gosier, au travers de la gorge. Et là, quand je vois qu'elle est couverte de suie, je me retourne. J'ai la gorge sèche. Je retourne dans la maison tout au fond, à l'autre bout de la propriété. Je bois un verre d'eau, et soudainement ma gorge devient de moins en moins sèche. Mais je sens comme si on parlait à ma place. Je sens comme si quelqu'un parlait à ma place, comme si quelqu'un était en train de me voler mes mots. Et cela, ça me reste en travers du gosier une nouvelle fois. On me vole mes mots, on me vole ce que je pense, on me vole ce que je dis. Ça me reste en travers du gosier, en travers de la gorge. J'ai l'impression d'étouffer et j'ai l'impression que je sens la suie. J'ai l'impression que je sens la suie, que j'ai été laissé seul. Là, j'ouvre la fenêtre, et soudainement, ce n'est pas l'odeur de la suie ou du charbon qui s'en va, mais ce qui rentre, c'est l'odeur de la poudre à canon. Ce qui rentre, c'est l'odeur de la poudre à canon. Je regarde une nouvelle fois son visage, et c'est quand j'ouvre la porte en métal, la porte en métal qui donne à l'arrière de la cheminée. Cette porte en métal qui donne à l'arrière de la cheminée pour pouvoir aller y déposer les bûches en bois. Eh bien, je regarde et j'y vois un squelette, une femme qui a été laissée seule. Je vois cette femme qui a été laissée seule, et ce squelette sur lequel il y a encore des cheveux. Il y a encore des ongles au bout de ses doigts, mais qui ne tiennent plus. Ses ongles ne tiennent plus correctement. Ses ongles sont jaunes, presque verts, il y a de la pourriture en dessous et de la terre. Je regarde son visage, il y a toujours ses cheveux, mais ses cheveux sont presque gris. Elle a la mâchoire déboîtée, elle a l'air d'être triste et d'avoir pleuré avant de mourir, et je la regarde. Elle a l'air d'avoir pleuré avant de mourir, et c'est quand je la regarde que je m'assieds à côté d'elle. Je sens les larmes monter, j'ai une nouvelle fois la gorge sèche, et c'est là que je me regarde dans le miroir. Là, j'ai l'impression de voir le visage de cette femme avec ses yeux noirs et vides, son expression qui me vole mes mots quand je la regarde. Et j'ai l'impression aussi de la voir debout derrière moi. Mais cette expression qui me vole mes mots quand je la regarde, elle part et elle s'en va petit à petit, au fur et à mesure que mes yeux s'habituent à la voir. Cette expression s'en va. Cette expression s'en va au fur et à mesure que mes yeux s'habituent à la voir. Et là, après 3 fois, j'ai finalement réussi à m'habituer à la voir. Après l'avoir regardée 3 fois, après avoir réouvert la porte, après l'avoir refermée, après avoir fait le tour du jardin, être parti et avoir marché le long de la rivière pourpre, je regarde et je réouvre. Je l'ai regardée 3 fois. J'ai parlé d'elle 3 fois. Et c'est là que je réouvre la porte et que je me sens mieux. Mieux pour la regarder, je n'ai plus l'impression qu'elle me vole mes mots, qu'elle me parle. Je n'ai plus l'impression qu'elle est là. Je n'ai plus l'impression qu'elle a quelque chose à me dire. Je n'ai plus l'impression qu'elle est triste et quand je regarde ses cheveux qui sont ternes, qui sont presque gris, qui n'ont plus la couleur qu'ils avaient avant, car elle avait des cheveux noirs. Quand je l'ai vue rentrer, elle était couverte de suie sur son visage et elle avait des cheveux noirs. Là, je rentre et je la vois.
Peu importe ce qu'elle a à me dire, peu importe ce qu'elle a dans la tête, je regarde son squelette avec ses cheveux noirs, ses cheveux gris qui sont en train de tomber. Et il y a une larme qui tombe de son crâne. Il y a une larme qui tombe de son crâne, des yeux de son crâne. Ce n'est pas une larme comme une autre, c'est une larme de sang. Je la regarde, je la prends, je l'essuie. Avec mon doigt, je passe mon index, mon majeur et mon pouce dessus. J'essuie la larme et je regarde ensuite une deuxième larme qui coule. Par terre, je me demande si derrière il y a peut-être un animal mort qui laisse tomber du sang. Et non, il n'y a rien. Il n'y a pas d'animal mort, de souris ou alors de petit bulot qui laisserait peut-être du sang. Il n'y a pas de petit bulot ou alors d'oiseau blessé, peut-être un animal ou alors une souris ou peut-être un chat ou encore un fauve, ne serait-ce que peut-être un chien avec la patte arrachée ou avec une patte cassée qui laisserait du sang derrière lui. Non, il n'y a rien, c'est juste un squelette avec des cheveux qui sont ternes, gris et froids. Je regarde et finalement elle a de la température, elle est chaude, comme si elle était toujours vivante, mais elle n'a pas de chair, elle n'a pas d'os, pas de nerfs, c'est juste un squelette. Je suis étonné, et alors elle est aussi chaude qu'un être humain, aussi chaude qu'un corps humain. Je la prends, je la transporte, et je regarde en dessous, les braises sont allumées. En fait, le squelette était réchauffé par les braises et par les cendres du dernier feu que j'ai fait. Je n'avais pas remarqué son squelette caché par les cendres, réchauffé par les derniers feux que j'ai faits. Le lac se vide de son eau, et apparaît de très loin ce que je pense être une planche fougère. Je regarde, je suis indécis. Je suis indécis, je regarde, mais apparaît de très loin. Le lac se vide alors de son eau. Petit à petit alors en découle une petite cascade sur le côté. En découle alors une petite cascade sur le côté, et de très loin apparaît alors ce que je pense être une planche fougère. J'arrive à voir les nombres, mais très infimement. J'arrive à voir les lettres, mais très infimement aussi. Je regarde la planche, et je pense apercevoir une planche fougère. Je pense que c'est ça. Je regarde et je m'avance dans l'eau. Je mets un pied, le bout de mon pied, et ensuite j'y mets mon talon, la plante de mon pied. Je marche dans l'eau, et de plus en plus, j'ai l'eau jusqu'au tibia, j'ai l'eau jusqu'au genou, ensuite jusqu'à mes cuisses, jusqu'à mon bassin, et je commence à marcher dans l'eau. Je sens que je marche sur du bois et sur quelque chose de pointu. Je m'avance de plus en plus. Je regarde l'heure sur ma montre. Heureusement, ma montre est waterproof. J'avance dans l'eau, et je regarde l'heure. Je sais que Rocky est en train de dormir, dans le dortoir, mais je me demande si Charlie va apparaître, ce garçon qui la dernière fois, lui, a voulu me lire une histoire et me raconter comment est-ce qu'il est mort. Il a voulu me lire une histoire et me raconter comment est-ce qu'il est mort. Lorsque j'ai raconté ça à Rocky, elle ne m'a pas cru. Elle m'a dit, ce n'est pas toi qui devais lire une histoire à l'enfant. Je lui ai dit non, c'est l'enfant qui m'a lu une histoire. Il m'a raconté comment est-ce qu'il est mort. Il m'a montré des images et on a partagé quelques mots ensemble. Il était assis par terre, il avait une robe blanche, il avait un t-shirt blanc déchiré, une robe blanche qui appartenait à sa mère. Et là, il m'a tout raconté, que ce soir-là est entré un homme aux larges épaules noires, avec un grand manteau noir et a essayé de le tuer. L'a assassiné lui, mais pas sa mère et ses parents. Peut-être plus tard, mais il ne sait pas ce qui est arrivé à sa mère et ses parents. Je n'étais pas en pleurs, mais j'avais de la peine pour l'enfant, comme j'avais eu de la peine pour la femme qui avait un visage couvert de suie. Je me demandais même si c'était peut-être la mère de Charlie. Je ne lui en ai pas parlé parce que je sais qu'il serait triste, peut-être même désorienté. Je sais qu'il serait triste, peut-être désorienté, qu'il penserait peut-être autre chose et qu'il allait peut-être bifurquer sur un autre sujet. Je ne lui ai pas parlé de cette femme, sauf qu'il savait peut-être lui que c'était sa mère, mais qu'il n'osait pas me le dire. Alors j'ai regardé l'eau du lac se vider, je suis resté figé là comme devant le mur, et comme devant l'arbre, comme devant les corbeaux, ils sont apparus et se sont mis alors sur la planche de Ougia, ce que je pense être une planche de Ougia. Le lac s'est vidé de l'eau et j'ai vu 666 planches Ougia, les unes après les autres, les unes contre les autres. J'ai vu 666 planches Ougia. Quand l'eau s'est vidée, il y avait une petite cascade qui s'est formée, qui coulait contre une planche Ougia, et qui apparaissait alors à la lumière un miroir sur le côté. Sur le côté apparaissait alors un miroir, derrière lequel je pensais que c'était encore une planche Ouija. Et non, il n'y en avait seulement que 666, je les ai toutes comptées les unes après les autres. Je les ai comptées les unes après les autres quand l'eau s'est vidée. Toutes les unes après les autres, je les ai comptées, il y en avait évidemment 666.
La 666e, c'est celle dont on s'en est servi. C'est celle dont on s'en est servi, la 666e. Sinon, il n'y en avait que 665. Mais plus la note, ça faisait 666. J'ai regardé, et tout aussi bien que je pensais que c'était des planches Ouija, ça l'était quand je les ai retournées. Je les ai retournées une à une 665 fois, et ça l'était. J'ai repensé alors au nombre de jours qu'il y avait dans une année, 365. Et là, je me suis dit 665, c'est quelques semaines de plus qu'une année entière. Alors ça veut dire que sur une année, plusieurs personnes sont venues jouer à Ouija et y ont laissé leurs planches. Derrière moi, il y avait Rocky qui a dit « et peut-être y ont laissé leur vie ». J'avais peur et je n'osais pas lui répondre. Et quand j'ai pris une planche Ouija, derrière, il y avait chaque fois 2 noms marqués, ou alors 3, parfois 4, des fois 5. Et il y avait chaque fois un nom marqué. J'ai regardé les noms qui étaient derrière les planches Ouija, et je les ai comptés, il y en avait énormément, 666 au fond du lac, qui étaient ensevelis sous l'eau et sous les terres. Sous les terres de cette propriété, sous l'eau, l'eau vaporeuse, et sous les cendres qui étaient tombées du ciel. Sous les cendres qui étaient tombées du ciel, sous l'eau vaporeuse, sous l'eau grise qui n'était que de la poussière, dans ce lac qui n'était qu'autre que poussière, que celui qu'il y avait à l'intérieur, dans ce lac qui n'était qu'autre que la poussière et que la suie qu'il y avait à l'intérieur de la cheminée, qui n'était qu'autre que la poussière des squelettes qui étaient partis en cendres, eh bien, il y avait 666 planches Ouija que j'ai comptées les unes après les autres. J'ai noté les noms dans un carnet que j'ai retrouvé plus tard avec tous les noms qui avaient été écrits bien avant que moi je ne les écrive. J'avais pris la planche Ouija pour pouvoir contacter peut-être Charlie, mais Charlie était déjà en train de porter sa planche de l'autre côté du lac quand l'eau s'est vidée. J'ai alors compris qu'il y en avait 365 dedans, et qu'il y en avait d'autres à l'intérieur. 365, chaque fois une personne vient dans cette maison, fait une séance de Ouija, il laisse peut-être la vie et sa planche. Il y avait 666. Il y avait 666 planches, et 665 personnes, un jour par an qui venaient ici, jouer à Ouija, y laisser sa vie. Je vais à l'endroit. Je vais à l'endroit qu'il a montré. Je vais à l'endroit qu'il m'a montré. Et cet endroit, je ne sais pas c'est lequel. Je sais juste qu'il est derrière le lac. Il était là et il tenait sa planche de Ouija. Il me regardait avec un regard que je ne saurais pas dire. Il n'y a pas de mots pour le dire, mais il me regardait avec ce regard. Il tenait sa planche Ouija. Il avait un doigt qui pointait une lettre, comme s'il me disait de jouer. Il n'avait pas le pointeur en main. Était-il par terre? Était-il peut-être à l'intérieur du lac, enfoui sous une autre planche Ouija? Je ne sais pas, mais il est là et il me regarde. De l'autre côté du lac, appuyé contre la porte, je regarde. Je me suis alors saisi par une corde qui tombe tout simplement d'un arbre. Une corde qui tombe tout simplement d'un arbre, ce n'est pas une corde de pendu. Ce n'est pas une corde, c'est une corde simple. Je la regarde, je la prends, je la tire, et tombe alors par terre une deuxième corde. Je la prends, et l'enfant me regarde. Charlie. Charlie me regarde. J'entends alors cette corde tomber. Et plus j'avance, plus je fais des pas, plus il y a de cordes qui tombent des arbres. Je regarde et tout un tas de cordes commencent à tomber des arbres, comme des feuilles mortes en automne. Je ramasse toutes ces cordes. Il y en a autant qu'il y a de planches Ouija dans le lac. Je regarde et il est là-bas, il me regarde toujours. A-t-il les pieds fixes au sol? Je ne sais pas, peut-être. Aucune idée, je prends toutes les cordes et je les jette dans l'eau, à l'endroit où il y a la petite cascade. À l'endroit où il y a la petite cascade, je les jette dans l'eau. Je les mets dedans et cela fait barrage. L'eau ne coule plus. Je regarde, je souris d'un léger sourire en coin. Charlie est toujours là. Et là j'ai peur, mon sourire en coin part tout de suite et s'efface. Il s'efface et part tout de suite. C'est là que j'ai peur et que je me retourne. Je pense qu'il est là car je sens une présence, je sens qu'il me regarde, qu'il y a quelque chose à côté de moi. Je ne me retourne pas, je n'ose pas regarder. Je ferme les yeux et je me répète en tête comme un mantra. Comme un mantra, je me répète en tête, ne te retourne pas, ne te retourne pas, ne regarde pas, ne regarde pas. Et c'est alors que l'enfant
n'est pas derrière moi, mais toujours devant, fixe, en pointant une lettre du doigt. En pointant une lettre du doigt, toujours fixe devant moi, à côté de lui, il y a une boîte. Il disparaît quand je me retourne et que je vois simplement un arbre d'où tombe encore une seule corde. Je ramasse cette corde et je la mets alors avec l'autre tas de cordes qui est imbibé d'eau. Il y a l'eau qui ne coule plus, mais cela fait une cascade par-dessus. Le barrage est alors rompu. Le barrage est alors rompu. Je vois qu'il rompt les liens avec les cordes qui faisaient barrage. Et c'est à ce moment-là que ça commence à couler. Faire une seconde cascade qui se met au-dessus de la deuxième. Cette seconde cascade se met au-dessus de la deuxième, de la troisième, et c'est ainsi qu'il y a 4 petites cascades maintenant. Il y a la première qui avait été faite par peut-être des roches. Il y a la première qui avait été faite par des roches noires, la deuxième qui avait été faite par des roches de charbon, la troisième qui avait été faite par des roches simples, des roches grises qu'on trouve dans la forêt. Et donc je regarde la première sur laquelle il y a des roches noires, sur laquelle s'écoule l'eau. La plus petite, la deuxième, qui a été faite avec du charbon et de la suie sûrement trouvée dans une des cheminées. Je regarde et c'est la deuxième. C'est la deuxième fontaine, ou alors peut-être que c'est la deuxième cascade. Je regarde, ça peut être la deuxième fontaine et la deuxième cascade comme la première. Et alors, je vois plusieurs animaux, des petits bulots. Je vois des petits bulots arriver, des petites souris. Il y a 3 trous sur le côté qui sont recouverts de mousse et de racines. Et entre les racines des arbres sur le côté, un petit arbre. Je vois alors que ce petit arbre n'a aucune feuille. Juste le tronc qui est noir et noirci par la suie. Le tronc est séché, sec. On peut briser simplement une branche comme une feuille morte. On pourrait y briser une branche comme une feuille morte, et alors je regarde. Par la fenêtre, je vois qu'il y a Charlie avec un VHS et avec un livre. Je vais alors tout de suite dans le dortoir et je ne vois pas Rocky. Rocky est sorti. Sûrement qu'elle est au même endroit que moi, à la petite fontaine. Et là, je vois que sur la rivière, il y a encore cet endroit. Cet endroit où il y a la première fontaine. Il y a alors la première fontaine, c'est une première fontaine qui s'écoule avec de l'eau. Et je regarde certains animaux comme des petits bulots, des petites souris. Ils viennent y boire. Et de temps en temps, je les vois repartir au travers des racines. Il y a 3 petits trous les uns à côté des autres, séparés par de toutes petites racines qu'on pourrait briser comme des branches, ou alors comme une feuille morte ramassée par terre qu'on pourrait froisser entre ses mains. Je regarde alors les racines, qui sont toutes infimes et qui s'imprègnent de l'eau qu'il y a. Elles s'imprègnent alors de l'eau qu'il y a et je vois que l'arbre est en train de se nourrir d'une eau polluée. L'arbre est en train de se nourrir d'une eau polluée. Une eau qui a été recouverte par de l'essence, par de la suie, par de la fumée. C'est alors de la poussière, de l'essence, de la suie, de la fumée, du gasoil, c'est même parfois du diesel. Je regarde alors cette grande mare de déchets toxiques. Je regarde ensuite cette grande mare de déchets et de produits toxiques qui est en train de s'émaner et de partir et de tomber dans l'eau, l'eau qui devient alors noire et qui n'est plus que poussière, qui n'est plus que cendre et suie trouvée dans les cheminées. Je regarde et je vois que l'arbre se nourrit de ça. Il est déjà mort depuis longtemps. Les bulots sont en train de boire une eau toxique, et moi je ne réagis pas. Ces petites souris toutes mignonnes avec des yeux noirs sont en train de boire une eau toxique. Quand je les regarde partir et retourner dans leur trou au travers des branches, je me dis qu'elles ne vont pas tarder à mourir. Plus tard, elles ne sortent pas. J'arrive dans le dortoir. Et dans le dortoir, tous les enfants, tous les jeunes garçons qui étaient avec Charlie, se tournent vers moi. Ce n'est pas que j'ai peur, ce n'est pas qu'ils me font peur ou que je suis surpris. Ce n'est pas ça, ce n'est pas que j'ai peur ou que je suis surpris. Je ne suis pas surpris de voir ces enfants, je les ai déjà vus auparavant. J'ai déjà vu des ombres et j'ai déjà entendu faire les 100 pas à cet endroit, juste au-dessus du dortoir. Je ne suis pas surpris, et alors je regarde. Je regarde les enfants qui, eux, me regardent, et finalement j'aperçois Charlie, dans un coin, juste au-dessus d'un rideau pâle et terne. Presque blanc, mais je vois qu'il est voilé, terne et pâle. Il est un peu rose, mais très légèrement. Il est dans le coin et il a une VHS en main. Il faut que je sache ce qu'il y a sur cette VHS. C'est peut-être le crime et l'assassinat de ses parents.
c'est peut-être le sien, c'est peut-être la clé pour sortir d'ici. Il a un livre aussi, un livre d'images, comme un album photo. Il tourne les pages, mais personne ne le regarde. À ce moment-là, je ferme la porte. Les enfants entendent grincer le parquet, le sol, et c'est là qu'ils se retournent vers moi. Moi, je ferme la porte. Je ferme la porte et je m'assieds par terre. Je me laisse tomber sur le sol très légèrement. Je me rattrape avec la paume de mes mains vers l'arrière de la porte. Vers l'arrière de la porte, je me rattrape avec la paume de mes mains sur le sol. Écrasé sur le sol, je sens la froideur du parquet. C'est ainsi que je suis contre la porte et que je sens les enfants me regarder et me percer à jour au travers de la porte. Je sens leur regard percer la porte, me percer à jour au travers de la porte, pourtant je n'ai pas de secret. Je regarde les enfants qui sont là et je réouvre la porte, ils sont tous en train de faire leur lit. Il y a une seule bonne sœur qui est en train de traverser le couloir. Il y a une seule bonne sœur qui traverse le couloir, qui ouvre la porte avec une clé et avec un trousseau de clés. Il y a de nombreuses clés autant qu'il y a de portes et de chambres dans cet endroit. Elle ouvre la porte, elle rentre, elle dit au revoir à tous les enfants, je n'entends même pas sa voix. Elle est tellement faible et tellement infime que j'en entends même pas sa voix. Elle dit au revoir aux enfants, les enfants se tournent. Charlie ne se tourne pas, mais à cet album photo en main. Et il est couvert de suie et a cet album photo en main. Il a cette VHS et ne la lâche pas. Les enfants le regardent bizarrement, comme s'il était quelque chose d'autre qu'un enfant. Je regarde les enfants et je rentre une nouvelle fois. La porte se referme violemment. J'ai peur parce que je suis enfermé avec des enfants que je n'ai pas vus, mais que j'ai seulement entendus. Je sors et je vois que l'orphelinat est en feu. J'aperçois les flammes monter au ciel. Les enfants qui hurlent, leurs visages calcinés, déformés, la chair qui brûle, les os qui sont en train de se briser. J'entends les os qui se brisent, j'entends les craquements, j'entends les murs, les rochers, les parois de la maison. Les parois, les murs, les rochers, les fenêtres. J'aperçois l'autre maison, et là, je vois qu'elle brûle aussi, mais les fenêtres sans fenêtres, les portes sans portes. Tout brûle, et j'entends les craquements, j'entends les murs craqueler. J'entends les murs craqueler, j'entends le plâtre se défaire des murs, je vois le papier peint tomber, se déchirer. Je sens l'odeur du papier peint qui est en train de brûler, l'odeur de la colle qu'il y avait derrière. Je sens aussi l'odeur dépravée du lac qui est en train de bouillir. Je sens l'odeur dépravée du lac qui est en train de bouillir. Tout autour de moi, les enfants meurent. Les enfants meurent devant moi et tout autour de moi. Cette maison sans fenêtre, sans porte et sans sortie et sans rentrée. Je la vois brûler. Je vois brûler les portes sans porte. Je vois brûler les sorties sans sortie. Je vois brûler les entrées sans rentrée. Et je vois qu'à l'intérieur il y a des flammes, mais ça ne sort pas par la fenêtre, car il n'y en a pas. Ça ne sort pas par la porte, car il n'y en a pas. Ça ne sort même pas par la sortie, car il n'y en a pas. Encore moins par l'entrée, car il n'y en a pas non plus. Mais cette maison brûle, je le sens. Et c'est alors que je vois les enfants brûler et hurler. J'ai l'impression que certains enfants ne brûlent pas, ou alors que certains enfants... J'ai l'impression que certains enfants ne brûlent pas, ou alors que certains enfants ne sont pas en train d'hurler. J'ai l'impression que certains enfants prennent plaisir à brûler, ou prennent tout simplement plaisir à hurler au travers des flammes. J'entends leurs os se casser. Et quand j'entends leurs os se casser, j'ai l'impression de voir les miens. J'ai l'impression de voir les miens qui se cassent. J'ai l'impression de sentir mes os qui se cassent. Et je les entends. C'est pire que les entendre, je les entends résonner, comme un écho. Ils résonnent. Et j'entends l'écho de ces os qui sont en train de se fracturer, de se casser. Brûlés jusqu'à la moelle, je les regarde. Certains prennent plaisir et rigolent au travers des flammes. Certains enfants sont à la fenêtre et frappent contre les vitres. Je vois du sang couler et je vois la chair qui est en train de se dépeceler elle-même avec les flammes. La chair est en train de se dépeceler, est en train de se défaire des os. Je vois qu'elle se déligamente. Je vois que la chair est en train de se dépeceler, est en train de se déligamenter. La chair tombe et est en train de brûler, de se calciner. Leur peau devient noire et c'est alors qu'ils hurlent. Certains sont en train de rigoler sur eux-mêmes, comme sombrer dans une folie. Je vois certains enfants, et c'est à un moment que je perçois qu'un des visages ressemble au mien.
Il est calciné, brûlé, et je n'arrive même plus à percevoir où se trouve la ligne de ses yeux. Je n'arrive même plus à percevoir où se trouve la ligne de ses yeux, encore moins la ligne de son visage, et encore moins je n'arrive même plus à percevoir le profil de son nez. Je n'arrive même pas à percevoir ses lèvres ou sa bouche. Il est brûlé, entièrement calciné, ce n'est même presque plus qu'une ombre. Cet enfant n'est même presque plus qu'une ombre, et c'est là que je cours au travers des flammes. Je rentre à l'intérieur, et je vois cet enfant brûlé. Il ne crie pas, il rigole. Il me regarde et rigole, il est en train de brûler. Et j'entends qu'il murmure quelque chose avec la jeune fille à côté qui est en train de brûler. La jeune fille à côté est en train de brûler, une jeune enfant, avec une robe rose pâle un peu déchirée. Il lui murmure quelque chose à l'oreille et lui il rigole. La jeune fille hurle et est en train de regarder la paume de ses mains brûlées. Moi, j'hurle, je sors et je ferme la porte derrière moi. Je plonge dans le lac et j'aperçois qu'il y a plusieurs enfants enchaînés à des planches Ouija au fond du lac qui ont été noyés. Leurs poumons sont gorgés d'eau. J'essaye de les ressortir un à un, mais ils brûlent toujours à l'intérieur. Je remarque qu'un des enfants que j'ai trouvé tout au fond et qu'un des enfants qui est en train de brûler me ressemble. Je me dis alors que je suis peut-être mort ici. Je regarde par l'œil de la maison et je vois arriver la police. Les voitures se garent en bas et attendent. J'entends les policiers sortir avec leurs armes, chargées, et dire qu'il y a eu des violences domestiques. Ils entrent et je vois une policière sur le côté faire un rapport de la situation. J'ai l'impression d'être déjà sauvé. Mais il est peut-être trop tard. Il est peut-être trop tard. Les flammes ont déjà englouti la moitié de la maison. Les flammes ont déjà englouti la moitié de la maison. Est-il peut-être trop tard? Quand je me retourne, je vois Charlie, qui regarde par l'œil de la maison. Je ne suis pas à l'intérieur, je suis à l'extérieur. Mais par l'autre maison, celle qui n'a pas de fenêtre, celle qui n'a pas de porte, qui n'a pas d'entrée, qui n'a pas de sortie. Par l'autre maison, j'aperçois cette femme pleine de suie, avec sa robe, sa nuisette, rentrée. Je la suis et je vais là-bas, je ne me préoccupe pas des policiers. Je la suis et je vais là-bas. Je ne me préoccupe plus des policiers et c'est là que je les entends rentrer. J'entends la porte de la maison tomber et Charlie regarde par l'œil de la maison. Cette petite fenêtre ronde, cette petite fenêtre toute ronde, au-dessus, appelée l'œil de la maison. Il regarde par cette fenêtre ronde et il a la VHS en main. Il a la VHS en main. Il a son livre, son album photo. Il le tourne et l'appuie contre l'œil de la maison, cette petite fenêtre ronde. Moi, je regarde par l'œil de l'autre maison, une autre petite fenêtre ronde. Là, il me regarde et je vois que dans son regard, il a l'air triste. Je ressens sa tristesse, je ressens sa douleur. Je sens qu'il est triste et qu'il veut me dire quelque chose. Il ouvre la fenêtre et l'œil de la maison, je fais pareil. A-t-il quelque chose à me dire ou n'a-t-il rien à me dire? Je fais pareil et j'ouvre. Je sens les flammes monter jusqu'à l'œil de la maison, et pourtant il n'y a pas de fenêtre. Il n'y a pas de fenêtre à la maison dans laquelle je suis, mais je sens les flammes remonter, comme un élan de fumée qu'il pourrait y avoir dans une cheminée, comme un élan de fumée qui pourrait laisser sur une rose blanche de la suie. Je sens un élan de flammes remonter jusqu'à l'œil de la maison. Jusqu'à l'œil de la maison, cette petite fenêtre ronde. J'ai l'impression que ça brûle déjà derrière moi dans la chambre. Il y a une caméra qui est de dos à moi. Cette caméra, elle est de dos à moi. Et alors je me mets en face, elle est de face à moi. Une fois face à moi, face à cette caméra, qui était de dos lorsque j'étais à l'œil de la maison. Lorsque j'étais à l'œil de la maison, cette petite fenêtre ronde, elle était de dos à moi, mais lorsque je me mets de face, je vois qu'elle s'allume. C'était une fenêtre par laquelle seul Charlie avait la possibilité de voir. C'était la fenêtre de sa chambre. Je le vois commencer à pleurer, et une goutte de sang tombe le long de sa joue, laissant ainsi une ligne rouge sang, qui laisse tomber une goutte de sang qui arrive par terre.
quand la goutte arrive par terre et percute le sol, lorsque la goutte confronte le sol et percute le sol, arrive par terre, je peux voir que la goutte est tombée juste sur son carnet de photos. C'est tombé juste sur son carnet de photos, sur son album photo. Et je peux aussi voir que la goutte, elle est juste tombée sur la VHS qu'il avait en main. Il referme la porte et disparaît. Je vais dans le jardin, je cours, je descends les escaliers, je passe au travers des flammes. J'essaye de sortir, mais je suis emprisonné. Je suis emprisonné car il n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de porte et pas de fenêtre à cette maison. Pourquoi suis-je entré là, je ne sais pas. À l'œil de cette maison, j'essaye de sauter, mais quand je saute, j'atterris juste sur le matelas qu'il y a au milieu, entre les flammes. Il n'y a pas de sortie, donc même par la fenêtre, j'arriverai sans le matelas. Je saute, finalement, j'ouvre l'œil de la maison, la deuxième propriété, et j'arrive dans la troisième, sur le matelas sur lequel il y avait une couverture défaite et un coussin qui avait été posé. Couvert de poussière, je m'assieds dessus. Les flammes commencent à se rapprocher du matelas. J'attends de brûler, mais je sais que dehors, il y a cette VHS avec un petit mot écrit dessus. Je sais qu'il y a aussi son livre, son album photo, et je sais que sur son album photo, il est écrit « Merci, je te le rends, ils sont à toi ». Je sais qu'il est écrit ça « Merci, je te le rends, ils sont à toi maintenant ». Mais je n'arrive pas à sortir, je suis prisonnier de la lunette. Je suis prisonnier de la lunette ou de l'œil de la maison, cette petite fenêtre ronde. Si je saute par la fenêtre, j'atterrirai dans le salon, dans le sous-sol. J'atterrirai dans la cave, ou alors j'atterrirai peut-être au sous-sol, en dessous de l'escalier, et je devrai remonter pour pouvoir réessayer. Qui dormait, au lieu d'être consumée dans les flammes. Au lieu d'être consumée dans les flammes, elle dormait. Rocky descend, elle est en petite tenue. Elle tente alors de me sauver, et c'est en sautant par la fenêtre. En sautant par la fenêtre que Rocky tente de me sauver. Au lieu de dormir et de pendant son sommeil être consumé par les flammes, moi je saute de la fenêtre de la deuxième propriété, essayant de me sauver des flammes et de cet endroit duquel il n'y a pas de sortie, mais il n'y a pas d'entrée non plus. J'essaye de me sauver et Rocky arrive dans la salle de bain. Elle arrive dans la salle de bain, et là elle voit une baignoire remplie d'eau. C'est une eau noire et charbonneuse. Ça sent le soufre. C'est une eau noire et charbonneuse qui sent le soufre. Elle se penche alors au-dessus de la baignoire, en s'agrippant par la paume de la main. En s'agrippant par la paume de la main, elle se penche au-dessus de la baignoire. Elle s'avance et sort alors une odeur qui s'émane, une odeur de soufre qui s'émane alors de la baignoire et de l'eau charbonneuse et noire. Cette eau charbonneuse et noire s'émane alors l'odeur du soufre, cette odeur qui fait mal. Et c'est alors que deux mains agrippent son cou. En petite tenue, elle meurt noyée. Sous l'eau, elle meurt noyée sous l'eau en petite tenue. Attrapée et agrippée par deux mains qui sont sorties de cette eau charbonneuse qui sent le soufre. Ils l'ont agrippée et lui ont tordu la nuque. Reste alors son cadavre par terre et son corps qui a subi un impact violent. Du sang s'écoule sur le carrelage très lentement, aspirant alors à passer entre le béton qui rapproche chaque carrelage les uns des autres. Le sang s'écoule aspirant à couler très lentement, de chaque carrelage qui ont été mis les uns à côté des autres. Le sang s'écoule très lentement dans la cuisine, dans la salle de bain, dans le couloir, et je vois son sang se diriger dans la cuisine, commencer à couler sur le carrelage, au travers des lignes de béton qui rapprochent le carrelage les uns des autres. Et le feu commence à prendre forme à l'endroit exact où son sang s'est versé. Nous sommes morts dans cette maison sans porte, sans fenêtre, sans entrée et sans sortie. Une maison de 3 propriétés, sans entrée, sans porte, sans fenêtre et sans sortie. Mais jamais personne n'a pu comprendre qui est Charlie. Seulement j'ai su, à la fin j'ai su seulement,
qu'une photo avait été épargnée par le feu. Je l'ai regardée et Charlie était notre fils. Charlie était notre fils et cette photo avait été épargnée par le feu, par les flammes. C'était nous deux, c'était nos copies conformes, mais rien n'était certain que ce soit réellement nous deux. Mis à part la date qui prouvait le contraire, c'était notre fils, Charlie.